Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de radio Alger Chien 3. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Lamine B, derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent, nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale Université 4.0, chapeautée par notre chroniqueur Hatem Hosseini, avec en guise d'invité le docteur Nawel Abdellatif, la présidente de la Commission nationale pour la transition vers l'Université 4.0. Elle sera accompagnée du docteur Mahmoud Serrir, enseignant à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. Et tout ça, bien autre chose encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. Et il est 18h08 sur les ondes de Radio Aïchin 3, Reda Menassel derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné de Hatem Hosseini ce soir. Une question cruciale, comment réussir la transition vers une université 4.0, Hatem Hosseini. Bonjour Reda, bonjour chers auditeurs. Donc le sujet d'aujourd'hui, il est plus que d'actualité. C'est un sujet qui va vers l'avenir beaucoup plus et qui prépare nos universités à adopter les nouvelles méthodes, les nouvelles technologies pour les futurs emplois. Principalement, et pour ça nous avons fait appel à deux invités de niveau, professeur Abdellatif Nawel et docteur Mohamed Serrir. Professeur Abdellatif qui est présidente de la Commission nationale pour la transition vers l'Université 4.0. Voilà. Et je leur donne la parole pour se présenter un petit peu. Très bien. D'abord, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. L'Université 4.0, qu'est-ce que c'est en fait pour les profanes? Bonjour. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci de vouloir traiter une thématique d'une importance aussi grande. Aujourd'hui, nous parlons d'Université 4.0, il y a beaucoup de personnes qui se demandent où est l'université 1.0, 2.0, 3.0. Ça, on l'a souvent entendu et même lu dans les commentaires. Alors, l'université 4.0, c'est une université intelligente qui répond aujourd'hui aux besoins de tous les secteurs socio-économiques. C'est une université qui constitue un hub où l'on trouve toutes les réponses du point de vue numérisation, innovation, relation avec le monde économique et aussi rayonnement international. Aujourd'hui, l'université 4.0, tout simplement, c'est l'université de la première génération qui s'occupait uniquement de la formation des étudiants, plus l'université 2.0 où l'on a rajouté la recherche et donc c'est devenu formation plus recherche. Ensuite, nous avons beaucoup parlé de l'université qui forme, qui fait de la recherche et qui répond aux besoins du marché en donnant des recherches et des résultats qui vont avoir un produit aux demandeurs économiques. Ce n'est plus de la recherche fondamentale, mais appliquée. Appliquée, exactement. Ça, c'est l'université 3.0. Actuellement, l'université 4.0, c'est toute cette recette, mais qui devient une richesse, qui crée la richesse de la société en rajoutant l'innovation et le numérique. Alors, on y arrive comment? Et c'est ça, en fait, le fil conducteur de l'émission. On a 40 minutes pour essayer de comprendre comment réaliser ce chantier qui, de mon point de vue de néophyte, me paraît énorme. On y arrive comment? Quelle serait la première étape? Alors, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Alors, je voulais ajouter aussi par rapport à ce que disait Nawel tout à l'heure, l'université 4.0, c'est aussi une université de l'innovation inclusive. C'est-à-dire quoi l'innovation inclusive? C'est que c'est une université qui va se fonctionner avec les acteurs, mais pour les acteurs également. Les acteurs, qu'est-ce qu'on entend par cela? Donc, il y a l'université, bien sûr, mais elle va fonctionner en parallèle avec l'industrie 4.0. En fait, le concept a été transposé de l'industrie aussi vers l'université. Et puis, dans les acteurs, il y a aussi la société. Donc, ce qu'elle venait de dire tout à l'heure, c'est que les impacts socio-économiques des recherches de l'université doivent également avoir un impact réel au niveau du terrain.
Et puis il y a aussi les acteurs publics, donc les pouvoirs publics aussi qui font partie de cet écosystème qui doit fonctionner en harmonie pour répondre à des enjeux de la société d'aujourd'hui. Très bien. Première étape. On commence par quoi? Alors, première étape, c'est d'abord, ce qu'on a fait Parce que pour l'instant, c'est super joli. Moi, j'ai envie d'y croire. Maintenant, évidemment, comment passer bien sûr du concept à la réalisation. Alors, dans le cadre de la commission, c'est d'abord l'installation d'une commission nationale. C'est d'abord, il faut qu'il y ait une volonté. Clairement. Et ça, la volonté, elle est là. Aujourd'hui, avec notre secteur, donc l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, il y a une volonté qui est très très forte et elle a été concrétisée par la mise en place de la commission qui est présidée par professeur Nawel, donc enseignant à l'université de Sétif 2, et qui avec des membres bien sûr qui sont dans la commission et qui ont commencé à travailler. Donc l'installation de la commission a été effective depuis janvier 2025. Donc on est à 5 mois depuis janvier et le travail a déjà démarré. Nous avons des premiers résultats, donc on va vous en parler certainement tout à l'heure. Et puis sûrement ça commence par un plan d'action, à mettre en place un plan d'action, une vision, voilà, une stratégie en quelque sorte. Et est-ce que c'est fait cette première partie telle que c'est demandé par Reda? Oui, en fait, on a commencé déjà par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il faudra déjà préciser que c'était une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'il y ait cette transition vers l'université 4.0. Le travail a déjà été entamé. On n'a pas commencé du néant puisqu'il y a des acquis. Le début, c'était sur l'existant. L'existant, c'est déjà le schéma directeur de la numérisation qui a été déjà effectué depuis 2022 et où il y a eu une numérisation de l'ensemble des établissements universitaires à travers des formations en EAD, des enseignements à distance, c'est-à-dire déjà après le Covid, nous nous sommes déjà préparés à cette transition au numérique. Le fameux Progress. Exactement. Alors le Progress, c'est une plateforme qui ensuite a été étoffée sur tous les domaines. Voilà. Ensuite, sur l'existant, nous avons les CDE, les centres d'employabilité, de développement de l'entrepreneuriat. On en avait déjà parlé lors de la dernière émission. Nous avons les incubateurs, les maisons d'intelligence artificielle, les Fab Labs, les CATI, tout ça, c'est un existant par lequel il y a eu le début du travail de la commission. Il y a eu aussi des conventions qui ont été signées avec le secteur économique et où il y a eu une réponse à un besoin par formation, un besoin par projet et où nous avons nos étudiants qui doivent aussi avoir une réponse à ces secteurs. Du coup, il y a aussi l'initiative qui a été faite par le ministère, c'est la création des filiales. Qu'est-ce qu'on veut dire par les filiales? La filiale, c'est un organisme à l'intérieur de l'université où l'université peut avoir de l'argent, c'est-à-dire proposer par exemple des services de consultation au niveau de la psychologie, des services psychologiques, des services de loi, etc. Et où elle peut être, il y a des revenus de la part des prestataires qui veulent avoir un service de la part de l'université. Et c'est produit par les étudiants peut-être ou par les enseignants, par qui? Le service, il est assuré par l'université avec toute la composante universitaire et il est pour les autres partenaires ou les autres services. Ma question par rapport à la commission. Et on reviendra sur ça parce que c'est important aussi. Est-ce qu'on ne dévie pas, est-ce qu'on ne dévoie pas un peu l'université de sa vocation initiale? Il y a déjà la commission. Est-ce qu'elle s'ouvre sur les autres secteurs, est-ce que c'est transversal, parce que c'est pour réussir un tel projet, il faut des parties prenantes un petit peu. Vous avez parlé d'industrie 4.0 déjà. Donc là, ministère de l'Industrie, je pense qu'il faut qu'il y ait une relation, une connexion avec lui. Alors, effectivement, la commission, donc c'est une commission qui va exécuter une stratégie. La stratégie qui a été élaborée en un plan d'action que nous avons nommé le schéma directeur de la transition vers l'université 4.0. Ce schéma qui a déjà été validé par le ministère de l'Enseignement supérieur contient un plan d'action avec des objectifs bien définis et qui est relié à 11 axes. Ce sont les axes du référentiel national de l'assurance qualité qui est initié par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ces 11 axes comprennent la formation,
Donc, la mission principale et primaire de l'université, c'est la formation. Donc, renforcer la formation, mais une formation qui va pouvoir aussi aller vers une recherche appliquée qui va donner un produit. Donc, ici, nous parlons de formation 4.0, une recherche 4.0, une relation avec le monde socio-économique, c'est-à-dire une ouverture économique 4.0. Nous parlons aussi de gouvernance 4.0, c'est-à-dire comment gérer l'université pour que toutes ces composantes, étudiants, enseignants et partenaires puissent créer un écosystème. C'est un écosystème qui va réaliser le défi de cette transition qui est devenue une obligation aujourd'hui, mais non pas un choix, parce que si on n'avance pas, on va rester stagné et là, on ne va non seulement pas sortir de la mission primaire de l'université, mais carrément avoir un impact zéro sur la société en général. Et pour l'auditeur, le simple auditeur qui veut comprendre cette gouvernance et tout, comment on peut la voir sur le terrain? C'est-à-dire, quels sont les changements que va connaître l'université avec tout ce plan que vous venez de présenter? Par exemple, alors, il y a plusieurs objectifs dans le document qui a été communiqué. Alors, on a amélioré la qualité de l'enseignement de la formation, ça, c'est un minimum. Renforcer l'innovation et la recherche scientifique, encourager l'entrepreneuriat, la création d'emplois et favoriser la coopération internationale et l'échange étudiant. Déjà, rien que ces 4 points, je trouve que c'est déjà pas mal et ambitieux. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'université 4.0, elle n'est pas là pour, pour devenir une université virtuelle où il n'y aura pas de connexion physique avec les différents mondes. Des apprenants. Apprenants. Si on a dit ça autour de la table, les différents acteurs, parce que c'est un peu ça le discours actuellement. C'est l'université 4.0, c'est la numérisation ou la digitalisation de tout le processus de formation, de recherche, etc. Mise en ligne. Oui. Alors ça, c'est un volet qui est certes important, donc la numérisation, la digitalisation, parce que le monde de la technologie, de la communication évolue, et on doit être au diapason de ce qui se passe à l'échelle internationale. Voilà, sinon on va rapidement dépasser. Mais le volet qu'on oublie, c'est que l'université 4.0, c'est aussi plusieurs autres volets qui viennent d'être cités par professeur Abdelatif, et c'est surtout l'impact aussi sur la société. Donc vous m'avez posé tout à l'heure la question, l'impact réel pour le citoyen lambda, ça serait quoi finalement? Donc c'est un peu les solutions qui vont être portées par l'université 4.0 pour répondre à des problèmes réels de la société algérienne d'abord, et puis du monde entier, parce que la recherche aussi, elle est internationale, la collaboration internationale, elle est aussi là justement pour trouver des solutions au monde. On parle aujourd'hui des impacts du changement climatique, si je prends ça comme exemple. Donc l'université, comment elle peut participer pour réduire les impacts d'inondation par exemple au niveau des villes algériennes, comment avoir des réponses par rapport à un procédé technique ou technologique pour répondre à une technologie, satellitaire ou à une demande sur la cybersécurité par exemple, etc. Donc si on n'a pas ces outils, on n'est pas outillé, on n'a pas des objectifs qui sont précis pour avoir des résultats réels sur le terrain. Donc, mais est-ce que ça, ce n'est pas la vocation plutôt des centres de recherche? Le CDTA par exemple a pour vocation à régler des problématiques du réel. L'université, c'est surtout, pour revenir à la question de la recherche fondamentale, c'est surtout creuser et explorer l'avenir. J'allais dire, pas forcément adapter son type de recherche à quelque chose de mercantile, quelque chose de pragmatique, quelque chose d'économique. Où est-ce que se situe la frontière éthique entre les deux? Alors, les deux mondes s'alimentent mutuellement. Donc, c'est l'université qui alimente l'industrie, le secteur économique, et puis le secteur économique aussi qui alimente l'université par ses demandes, par ses besoins, et aussi par la remontée aussi des demandes spécifiques liées à des problèmes aussi spécifiques. Ça peut être des problèmes de pointe technologique ou même des problèmes aussi sociétaux. C'est un petit peu ce qui vient d'être dit par rapport à la filialisation, c'est-à-dire c'est des filiales qui vont maintenant l'université voilà. Donc il y a aussi des facilitations qui viennent d'être faites pour les enseignants pour prendre une année et aller un petit peu prospecter dans le domaine sur le marché et puis voir si on peut faire donc une start-up. Donc toutes ces facilitations font partie, mais je pense que l'étudiant aujourd'hui, il est en train d'écouter sûrement.
il se pose la question. Bon, on est en train de donner toutes les définitions, mais lui concrètement, il va dire comment je vais aller à l'université. Par exemple, je vais faire mes cours de chez moi, par exemple. Est-ce que il y aura de l'intelligence artificielle qui va m'aider à apprendre mes cours, ou bien à qui, c'est-à-dire quels sont les changements directs et pratiques qui peuvent. J'aimerais bien que l'étudiant aujourd'hui, en nous écoutant, et dans votre campagne de sensibilisation, ça va l'aider à adhérer à un petit peu. Oui, tout à fait. En fait, on est en train de parler de plusieurs concepts qui sont aussi très importants, mais qui se chevauchent aussi dans le principe du 4.0. Quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de classe renversée, inversée, etc., ce sont des concepts qui se rassemblent pour créer l'université 4.0. Mais juste avant d'expliquer comment l'étudiant va intégrer cette philosophie, il faut d'abord préciser que le rôle du centre de recherche, c'est la recherche. Mais il ne faut pas oublier que nous parlons pas uniquement d'université, mais nous parlons d'établissement d'enseignement supérieur. Okay. Quand on parle d'établissement d'enseignement supérieur, cela inclut également les centres de recherche. Voilà, donc on a le ministère aujourd'hui abrite plus de 115 établissements d'enseignement supérieur dans les centres de recherche, et c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de recherche 4.0. Maintenant, concrètement parlant, si nous discutons qu'est-ce qui est mis en valeur pour l'étudiant. Aujourd'hui, quand l'étudiant déjà se présente à l'université, c'est un nouveau bachelier, en parlant de son inscription. Si on se rappelle, avant quelques années, les inscriptions étaient des inscriptions où les étudiants devaient aller à l'établissement, faire des chaînes pour savoir et comprendre quelles sont les différentes spécialités. Aujourd'hui, nous parlons d'une inscription en ligne à 100%. Nous parlons de portes ouvertes à l'université avec un zéro papier. Ça, c'est déjà une transition vers l'université 4.0. Quand on parle du mot transition, c'est une étape qui va aller petit à petit. Ce n'est pas un choc qu'on doit faire assumer à la communauté universitaire. Aujourd'hui, l'étudiant, quand il vient en classe, on doit d'abord faire cette réforme de la formation, des cours, comment les cours sont enseignés, quelles sont les matières qui sont inculquées. Est-ce que les matières qui sont inculquées aujourd'hui répondent aux métiers de demain? Parce qu'aujourd'hui, nous avons établi une stratégie de transition vers l'université 4.0 sur 2 étapes. Une étape 2025-2027 qui va renforcer les acquis sur la numérisation, sur la recherche appliquée, sur le rayonnement international. Là où on peut doter l'ensemble des établissements universitaires avec ces moyens, bien évidemment, on doit avoir aussi les moyens financiers, les moyens humains pour le faire. Ce n'est pas une mission facile, mais le ministère de l'Enseignement supérieur a une budgétisation qui répond à ces besoins. Ensuite, nous avons une deuxième étape, c'est l'étape 2027-2030, c'est la généralisation de ces acquis à l'ensemble des universités pour qu'on puisse dire qu'on va avancer vers l'université de demain qui va être une université smart, qui doit répondre aussi aux normes internationales et qui aussi répond aux besoins nationaux et qui aussi répond à la culture nationale, parce qu'on est aussi en train de parler, même si on parle de 4.0, on parle des ODD, on parle des objectifs de développement durable. Et là, on va inclure les sciences humaines et sociales. Il ne faut pas que l'étudiant des sciences humaines et sociales se sente marginalisé, parce qu'il y a 3 priorités dans la transition 4.0. Il y a les priorités fondamentales, c'est le renforcement de l'intelligence artificielle, de la technologie, des moyens avec lesquels on va avancer. Ensuite, il y a les sciences humaines et sociales, c'est une priorité intégrée. Pourquoi une priorité intégrée? Parce que là, on doit parler d'éthique de l'usage de l'intelligence artificielle, de l'éthique de la technologie, et là, on doit absolument intégrer les sciences humaines et sociales, et au final, on a une priorité sectorielle. Et la priorité sectorielle, c'est là le but final de la transition 4.0, c'est répondre aux besoins des autres secteurs. Là, on parle du high-tech, on parle de la e-health, on parle du green tech, etc. Donc, apporter des solutions à tous les autres secteurs. On fait une petite pause, on revient juste après. Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6 Alger Chien 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Et on continue notre passionnante exploration de l'Université 4.0 en compagnie du Dr Sarir et du professeur Abdellatif Hassan Husseini. Alors, une question. Commission a été faite, installée et objectif défini. Quelles sont les actions qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce que vous comptez faire aussi Voilà, en 5 mois, qu'est-ce qui a été effectué pour l'instant et qu'est-ce que vous nous planifiez pour le futur? Allez, professeur. Allez, donc la commission a été installée au mois de janvier. Depuis le mois de janvier, déjà, nous avons établi le schéma directeur de la transition 4.0, qui inclut le plan d'action, aussi la matrice du cadre logique et des critères d'évaluation. Alors, c'est quoi la matrice du cadre logique? La matrice du cadre logique, c'est une matrice qui a été développée, qui inclut, comme je l'avais déjà dit, 11 axes. Ce sont les axes du référentiel de l'assurance qualité déjà développé par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui inclut bien évidemment la formation, la recherche, la gouvernance, l'internationalisation, la relation université-entreprise et autres. Et à travers manière d'harmoniser en fait la réflexion et les actions. Exactement, c'est reprendre toutes ces actions pour les rendre cohérent, voilà. Pour que ça soit cohérent et aussi pour que ça se transite vers l'université 4.0. Ensuite, nous avons développé pour chaque axe des sections. Ce sont des sections, les mêmes sections qui ont fait l'objet d'évaluation. Donc nous avons développé un questionnaire d'évaluation qui a été transmis à l'ensemble des établissements pilotes de la transition 4.0 avec des échéanciers. La commission avec ses membres a étudié les résultats. C'était vraiment une étude très très pointue pour définir quels sont les points forts, les points faibles, les menaces et les opportunités. C'était une analyse SWOT. Voilà. À travers l'analyse SWOT, nous avons établi des rapports par établissement que nous avons présentés aux établissements, chefs d'établissement, communautés universitaires, pour voir exactement où chaque établissement peut se situer. Et à travers ces résultats que les chefs d'établissement ont validés, ont enrichi. Tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a répondu très favorablement. Ils étaient tous enthousiastes à l'idée parce que généralement les écoles sont agiles, les universités un peu moins. Donc au contraire. Alors il y avait la présence de l'ensemble des chefs d'établissement avec les commissions locales, avec les parties prenantes. Parce que une fois qu'on comprenne ce que veut la transition à l'université 4.0, on va comprendre que c'est un enjeu où l'on n'a pas le choix. Et donc, il faut vraiment y adhérer. Ça, c'est un échantillon d'institutions. En fait, le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé de commencer d'abord par des établissements pilotes qui sont au nombre de 24. Alors, l'université de Stif notamment, celle de Farhat Abbas, l'École nationale polytechnique, de Wahran, etc. Ils ont pris quelques-unes représentatives de l'ensemble du schéma national. Exactement. Et ces établissements ont été choisis après des visites par établissement et il y a eu aussi des critères d'évaluation. Donc les établissements qui répondaient le plus à ces critères, le ministère a décidé de commencer le travail avec ces établissements pilotes et puis eux, ils vont continuer le travail pour élargir à l'ensemble des autres établissements. Notamment chez vous à l'école polytechnique d'architecture. Exactement. Et là, nous avons présenté les résultats au niveau de 3 rencontres régionales, au niveau de l'université d'Alger 3, de Sidi Bel Abbès et de Constantine 1. Là, le travail actuellement, c'est maintenant, après avoir défini quelles sont les forces de chaque établissement et aussi quels sont leurs besoins, le rapport a été remis au ministère et là, c'est le travail d'accompagnement pour la transition réelle qui s'effectue. Aujourd'hui, on travaille sur la formation 4.0 avec des assises nationales où il y a eu des rencontres au niveau des établissements, ensuite des conférences régionales, ensuite ça va être au niveau national pour réviser les offres de formation. Une révision qui va inclure l'intelligence artificielle, qui va inclure les modules sur l'employabilité et l'innovation et aussi qui va essayer de remodeler la façon d'enseignement à travers des moyens qui sont mis en place au niveau de ces établissements. Donc c'est l'enseignement hybride peut-être, docteur. Je voulais ajouter juste par rapport aux actions. Donc la première action a été d'élaborer ces questionnaires et puis de faire les 3 rencontres régionales. Oui. Mais également, la deuxième étape, c'est d'aller aussi vers des visites de terrain. C'est-à-dire chaque établissement, des 24 établissements pilotes, nous allons aller vers eux et compléter les informations par une enquête qualitative. Donc on a commencé par les questionnaires, on a récolté beaucoup de données numériques, des chiffres et des informations liées aux différents domaines évalués. Et puis là, on va compléter par des informations qualitatives pour qu'on puisse avoir une image réelle de la situation de l'état actuel
de la préparation pour la transition 4.0 pour chaque établissement. Le questionnaire, il comporte surtout peut-être l'infrastructure, sur l'ensemble des 11 la ressources humaines et les compétences qu'ils ont. Tout à fait. C'est un questionnaire complet sur les 11 axes. Sur l'infrastructure, sur les moyens humains, Et c'est impressionnant parce que le challenge d'une école d'ingénieurs, par exemple, n'est pas forcément le même que celui de l'université de droit ou de sciences sociales. Donc le fait de réussir à harmoniser tout ça, franchement, respect d'avance. Hein. Merci beaucoup. Alors il faudrait dire que le rôle en fait de la commission, c'est d'accompagner. Ça veut dire, ce n'est pas à la commission d'aller faire les plans de transition de chaque établissement. C'est de donner les grandes lignes, les axes d'amélioration. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, on va apporter cette harmonisation entre toutes les interfaces ou aussi les activités qui sont déjà entamées dans différents établissements, parce que nous on s'est basé quand même sur les interfaces existantes, sur les plans de la numérisation, etc., de l'assurance qualité. On va essayer de capitaliser tout ça pour qu'on puisse recentrer l'objectif de l'assurance qualité vers la transition 4.0. Donc recentrer les objectifs pour avoir des résultats Université 4.0, mais également avec les commissions locales. Ah oui, ça c'est un point aussi important. Chaque établissement a en fait installé une commission locale de transition vers l'Université 4.0 au niveau de son établissement. Donc là, on a 24 des référents, d'accord. Tout à fait, référents qui regroupent en fait les personnes clés de chaque établissement et qui eux travaillent ensemble pour élaborer ce plan de transition que la Commission nationale va aider à le mettre en place. On a des exemples dans le monde arabe ou en Afrique de pays qui ont opéré de la même manière avec le même schéma et ça a donné des résultats? En fait, pour être franche, c'est une expérience pilote. Nous ne sommes pas référés à aucune autre expérience arabe ou internationale. C'est vrai que la transition 4.0, c'est une transition sur laquelle on parle depuis quelques années. Mais en fait, si on regarde la littérature, ça manque parce que tout le monde de là, même au niveau international, est en train d'arriver. Donc c'est de l'expérimentation. C'est de l'expérimentation et exactement. Et c'est un produit vraiment algéro-algérien parce qu'on est en train de travailler sur les besoins et les priorités algériennes et nationales. En fait, c'est assez nouveau pour le secteur de l'enseignement supérieur, parce qu'on trouve beaucoup de publications sur l'industrie 4.0, mais pour l'université, c'est assez récent. L'architecture, c'est un cas particulier, parce que vous êtes pionnier dans ça, avec le BIM notamment, etc. Mais c'est pas forcément le cas d'universités qui enseignent des spécialités, on va dire, un peu moins techniques. En tout cas, dans le benchmarking international, ce qu'on voit, c'est des universités très cotées qui ont testé le concept. Mais c'est l'initiative c'est des initiatives propres. Tel que c'est présenté, c'est un grand programme national. C'est-à-dire, c'est vraiment différent de ce qui se fait un peu partout. Mais je dirais que elles sont importantes, les expériences internationales, pour votre commission, parce que. Je rappelle que Hatem lui-même est enseignant, donc voilà. Donc elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que il y a des choix, il y a même une classification à faire par rapport aux cibles, comme il vient de le dire, donc les enseignements technologiques, les enseignements biologiques et tout ce qui est biologie et médecine, et les enseignements qui sont dans les sciences sociales et tout. C'est des approches différentes pour chaque. Par exemple, on a besoin de Fab Lab, de beaucoup. Et puis ça pose la question, je vous la pose, c'est la budgétisation, les budgets. Est-ce que cette opération, ce programme se base sur des budgets supplémentaires ou bien c'est les budgets des universités qui vont... En début d'émission, il y a une enveloppe qui a été débloquée. C'est déjà un bon signe pour la réalisation. Alors quand on parle d'expérience internationale, quand j'ai dit que c'est un projet algéro-algérien, c'est le travail qui est fait par la commission, c'est-à-dire le plan qui a été installé, la stratégie, les critères d'évaluation, etc. Mais bien évidemment, ensuite, pour la mise en œuvre de cette transition, quand on va parler actuellement de formation 4.0, bien évidemment qu'il y a des expériences plus avancées dans le domaine de l'enseignement, à travers l'enseignement hybride ou aussi les enseignements et la formation inversée où l'étudiant est au centre et au cœur de cette formation. Là, il y a des exemples clés. Il y a aussi, dans le cadre de cette convention, de cette commission, des conventions qui vont être élaborées avec des partenaires internationaux qui ont bien fait des avancées dans ce domaine-là, qui vont accompagner la commission et ensuite et aussi bien évidemment les établissements pilotes pour qu'ils puissent réaliser aussi cette transition.
en prenant l'expérience et les bonnes pratiques des établissements partenaires, mais bien évidemment, et plus important, de les adapter aux besoins algériens. Maintenant, bien sûr, quand on a fait l'évaluation des 24 établissements, il y a eu le besoin exprimé déjà par les chefs d'établissement d'une budgétisation qui doit être adaptée à cette transition. Oui, parce que tout le monde n'est pas à la même enseigne. Mais vous savez, actuellement, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a aussi des études pour que les établissements sont libres de présenter aussi et de donner leurs besoins, surtout les établissements qui sont impliqués dans la transition, pour dire quels sont leurs besoins pour réaliser cette transition. Non seulement pour les besoins financiers, mais pour les besoins humains également. Parce qu'on a aussi de personnel formé qui puissent aussi prendre en charge cette transition. Quand on parle d'enseignement hybride, quand on parle d'intégration de la numérisation, il faut avoir aussi des ATS, pas uniquement des enseignants, mais des personnes qui doivent travailler sur la numérisation et sur toute la suite. Il faut aussi accompagner les étudiants. On parle aujourd'hui du programme Study in Algeria. C'est recevoir des étudiants internationaux. Ça fait partie de l'université 4.0 où il y a cette ouverture internationale. Là aussi, il faut mettre les moyens pour recevoir, les moyens pour enseigner. Aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement en anglais. L'enseignement en anglais, c'est vraiment... J'allais vous poser la question, mais vous m'avez précédé. Exactement, c'est la clé pour aller à l'international. Déjà, pour faire valoir la formation qu'on est en train de donner et pour permettre aussi aux autres, c'est le miroir, pour permettre aux autres étudiants de venir à l'université algérienne et d'enseigner, et d'étudier et aussi d'inculquer la culture algérienne, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'échange et le dialogue interculturel qu'on puisse proposer à ces étudiants internationaux une fois ici en Algérie. Docteur Sader. Juste sur la question de la budgétisation, je voulais ajouter un point. Parmi les objectifs aussi de la transition vers l'université 4.0, c'est que l'université aujourd'hui, elle ne peut plus compter uniquement sur le fonds public, sur le fonds du ministère. Donc, parmi les objectifs, c'est que l'université doit aussi ça a été générer... un politique de notre pays à l'indépendance, la gratuité de l'enseignement pour tous. Non, je ne parle pas de ça, pas pour les étudiants, l'inscription des étudiants, mais pour le fonctionnement de l'université. Elle doit maintenant compter aussi sur ses fonds propres, c'est-à-dire elle doit générer aussi des ressources. Là, il y a les filiales. Voilà, il y a les filiales maintenant, il il y a les expertises que l'université pourrait également proposer, mais il y a également tout le travail par les filiales aussi, les collaborations avec le secteur socio-économique, qui aujourd'hui doit être aussi une pierre angulaire de la budgétisation de l'université. Donc l'université doit générer ses propres. Par la formation continue aussi aujourd'hui, on ouvre l'université pour les professionnels. Donc on reçoit aussi des demandes pour former des professionnels sur des thématiques précises. Et là aussi, ça génère des fonds. Maintenant, la question cruciale et importante au centre de toute cette révolution, l'enseignant. Comment on va l'adapter à cette nouvelle façon de travailler, pour sa chapelle, voilà. aux technologies qui existent? Parce que quand même, c'est un vaste programme. Et c'est pas tous les enseignants qui sont à la page dans cette numérisation 4.0 déjà, parce que on peut demander à un professeur de 65 ans qui va bientôt partir à la retraite de complètement remettre à jour son logiciel d'apprentissage et d'enseignement. Ça aussi, c'est une vraie réflexion qui doit être menée. Et pareil, à la modernisation des esprits, ça commence pas par comment les enseignants. Voilà, comment vous allez vous y prendre et est-ce que vous avez prévu pour embarquer tout le monde dans cette révolution? Oui, exactement. C'est une très bonne question. En fait, quand on parle de transition, on parle de toute la communauté universitaire. Donc, on parle bien évidemment d'étudiants qui sont la masse qui crée l'université algérienne aujourd'hui, mais on parle aussi d'enseignants. Ici, le ministère de l'Enseignement supérieur a déjà établi toute une stratégie sur différents secteurs, déjà en parlant des nouveaux étudiants recrutés, des nouveaux recrues. Oui. Alors, les enseignants nouvellement recrutés doivent subir une formation d'une année. C'est une formation avant la titularisation. C'est une formation où ils doivent avoir des cours en numérisation. C'est intéressant. On a des enseignements à distance. L'enseignement à distance où ils doivent apprendre et avoir les notions à comment enseigner en ligne, à comment mettre un cours en ligne, à comment interagir. Et ça, c'est pendant toute une année. Ouais. Et il y a une notation à la fin. Et donc, si on arrive à ne pas avoir la notation, on n'est pas titularisé en tant qu'enseignant à l'université. Mais c'est aussi
aussi élargi aux autres enseignants. Exactement, pas que pour et les c'est aussi nouvelles recrues. élargi. Là, pour les nouveaux recrues, c'est déjà obligatoire, et c'est élargi à l'ensemble des autres enseignants, parce que là, même l'enseignant qui a 65 ans doit mettre ses notes sur le Progress, doit mettre ses cours sur les plateformes Moodle et MOOC. Aujourd'hui, on parle de DX également. Donc, c'est un accompagnement de tout le monde. On a aussi, pour l'enseignement de l'anglais, on a instauré depuis 3 ans maintenant la stratégie et les formations de l'anglais à distance. Et ces formations sont pour les étudiants, les bacheliers, de la période entre juillet et septembre déjà pour l'initiation, pour les doctorants, et ça aussi c'est vraiment obligatoire avec un test qu'ils doivent passer avant de commencer les cours en doctorat, et pour les enseignants aussi à l'université à travers le centre d'enseignement à distance. Je peux juste vous donner un exemple, déjà pour que les enseignants tout âge, toute spécialité, pour bénéficier des formations de mobilité à l'étranger, ils doivent avoir des critères, et parmi les critères, il y a le niveau B2 en anglais. Donc ça, c'est vraiment une mobilisation pour aller vers transition. Surtout, exactement. Aussi, il y a une chose, d'après le World Economic Forum, par exemple, 85% des métiers de demain n'existent pas encore. C'est-à-dire, on va vraiment être chamboulé dans 30% des emplois actuels pourraient être automatisés d'ici 2030, et surtout 60% des métiers de demain seront liés au numérique. Oui. Donc, dans votre programme, est-ce que vous avez priorisé les filières, qui vont un petit peu rentrer dans votre programme et tout? Et la deuxième partie de la question, c'est quand est-ce que se termine ce programme? Parce que pendant longtemps, et je vais mettre le pied dans le plat, ça a toujours été une question taboue en Algérie, c'est-à-dire, est-ce que c'est opportun en 2025 de former 3000 philosophes, par exemple? Alors que le contexte, alors que le monde du travail ne peut pas les absorber, et que fatalement, ils vont se retrouver enseignants et reproduire le cycle. Oui. Voilà. C'est vrai. Oui, merci pour cette question. Alors en fait, pour répondre à la question, pour la première partie, il n'y a pas de spécialité prioritaire dans la transition 4.0, parce que la transition 4.0 obligatoirement doit rassembler toutes les spécialités. Elle se veut inclusive. Elle se veut inclusive. C'est un processus interdisciplinaire. Comme je l'ai dit, il y a des priorités inclusives techniques où on doit absolument développer le numérique, l'intelligence artificielle, la technologie. Ça, c'est la base. Mais vous parliez tout à l'heure d'adéquation avec le marché du travail. Exactement. Et ensuite, on ne peut pas parler de cette innovation sans inclure les sciences humaines et sociales, parce qu'on va parler d'éthique de la transition, d'éthique de l'usage du numérique. Nous voudrions aussi avoir des économistes qui peuvent suivre la transition avec éthique. Donc, c'est vraiment cela. En plus, il y a les priorités sectorielles. Donc, non seulement on travaille avec les universitaires, mais l'université n'est pas isolée dans son coin. On doit absolument avoir avec nous les autres critères, la santé, l'économie, le commerce, etc. Donc, c'est vraiment une transition qui va englober plusieurs partenaires. Maintenant, pour la deuxième partie de la question qui était... Quand est-ce que se termine le programme? Et est-ce que vous vous sentez impliqué dans la stratégie nationale du numérique dont on a parlé la semaine dernière. Où est-ce que vous vous trouvez? On regarde, moi j'ai bien lu la stratégie du numérique 2030, et en fait il y a une partie sur l'enseignement et l'éducation et l'enseignement supérieur. Donc du coup l'enseignement supérieur ne peut pas s'exclure de la stratégie. C'est une stratégie nationale qui a été initiée par le gouvernement. Il y a de grandes attentes. Il y a 500 000 spécialistes il y a de grandes attentes qui vous attendent. Il faut savoir que la numérisation, c'est l'engagement de Monsieur le Président, c'est l'engagement numéro 25. Donc du coup, le ministère de l'Enseignement supérieur doit impérativement faire partie de cela. Aujourd'hui, nous parlons d'une stratégie de transition 4.0 jusqu'à 2030, déjà pour répondre aux ODD 2030, mais continuer aussi le travail pour être leader d'Afrique, pour regrouper l'agenda 2063. Nous avons 2 étapes, nous allons les travailler, et ensuite, bien évidemment, avec ces avancées, avec tout ce qu'il y aura, on va adapter, rénover et continuer le travail. Tant qu'il y a des avancées et de l'évolution, nous allons continuer en tant qu'enseignement supérieur. Docteur Serer, il nous reste à peu près 3 minutes d'émission. Oui, alors moi je voulais revenir sur un point aussi qui me semble important. Aujourd'hui, l'Université 4.0, elle est là, il faudrait pas la regarder comme un modèle qui va transformer l'université en entreprise.
Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui nous disent, voilà, l'université aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, de start-up, etc. Qu'est-ce que vous allez laisser aux autres secteurs économiques? Alors, l'université, tous ces éléments-là doivent jouer le rôle de catalyseur, mais également de contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement, de la formation, parce qu'elle est quand même la base. Donc je voudrais quand même souligner ce mot-clé qui est la qualité de l'enseignement. D'abord, notre première mission, c'est la formation. Mais pour améliorer la formation, être au diapason de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on doit justement amorcer cette transition dans l'ensemble des secteurs et mettre l'innovation, mettre l'entrepreneuriat, mettre la relation avec le monde socio-économique bien sûr, dans cet objectif de performance et d'efficience du secteur de l'enseignement supérieur. Hatem, toi-même qui es enseignant et qui passe ton temps entouré de professeurs, de docteurs, etc., quel est le ressenti par rapport à cette initiative? Cette initiative, elle vient sans langue de bois. Sans langue de bois. Elle vient à l'université. Non, elle vient en centre, j'y crois, parce que en même temps, je suis consultant dans un autre secteur qui est l'éducation nationale. Et tu as la double casquette. Tout le monde est au courant maintenant. Et en même temps, donc, il parle aussi de l'école 4.0. Il commence à réfléchir sur ça. Donc, c'est tout le monde qui réfléchit. Maintenant, il faut aller crescendo, c'est-à-dire il faut aller doucement. On va mettre la charrue. Il faut pas. Moi, avec la vision de tout le monde et. C'est pour ça moi, je suis très frileux. C'est pour ça que je vous dis, je vous dis comment vous. Mais l'enseignement lui-même, la première phase, je pense que c'est ce qu'on appelle l'enseignement hybride. Et ça, c'est une clé, il faut qu'on passe par là. C'est-à-dire qu'il y a du présentiel et il y a ça, c'est déjà une réalité, connecté, et c'est ça à encourager en université. Ça, c'est déjà une réalité. Il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine de l'ensemble des établissements, pas uniquement les universités. Le défi aujourd'hui, c'est surtout l'IA. C'est l'intégration de l'IA dans l'enseignement supérieur. Professeur, qu'est-ce que vous attendez maintenant des autres par rapport à votre programme? Qu'est-ce que vous attendez de... Alors, je pense que la transition 4.0, c'est une transition dans laquelle tout le monde peut s'insérer, s'intégrer et aussi aider, parce que c'est une urgence. Aujourd'hui, le monde change. Si on ne le rattrape pas avec ces avancées, on ne pourra pas parler d'université algérienne demain dans la sphère. Aujourd'hui, on vous remercie déjà en tant que chaîne de nous avoir donné cette occasion de parler de l'université 4.0 et on demande à tout le monde d'y adhérer. Alger, chaîne 4.0. À 2030. Absolument. Voilà. Merci beaucoup à vous de nous avoir fait l'honneur de venir dans l'émission. Merci beaucoup à Lamine B derrière la vitre. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain.